Bon, alors j'ai le bonheur, le plaisir de présenter Marie Tchernia-Blanchard qui a l'honneur de clore les exposés avant la conclusion du professeur Roland Recht. Donc, elle est enseignante associée en histoire et théorie des arts pour le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'université PSL. Marie Tchernia-Blanchard a soutenu en 2016 une thèse intitulée « Le style comme civilisation », Charles Sterling, 1901-1991, historien de l'art à l'Université de Lorraine et École du Louvre, qui paraîtra aux presses du Réel à la fin de 2019. Et ses recherches portent essentiellement sur l'histoire du patrimoine et des expositions, ainsi que sur la question des communautés savantes et des généalogies intellectuelles autour notamment de l'héritage disciplinaire d'Henri Faucillon en France et aux États-Unis. Et elle s'intéressera à ici René Huyghe et la chaire de psychologie des arts plastiques. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais aussi, pour commencer, remercier chaleureusement Jessica Desclos de m'avoir invitée à parler dans ces lieux si intimidants et prestigieux, à vous présenter donc une communication au titre un peu alambiqué, au titre volontairement allusif, d'une famille chien au sens humain de l'art, dont, soyez sans crainte, vous saisirez pleinement les références dans un instant. Mais d'abord, je voudrais introduire en quelques mots la trajectoire de René Huyghe, qui a donc, comme vous le savez, occupé la chaire de psychologie des arts plastiques au Collège de France pendant 25 ans, entre 1951 et 1976. Né à Arras en 1906, René Huyghe a d'abord projeté d'embrasser une carrière littéraire, préparée par une année d'hypocagne au lycée Louis-le-Grand et des études de lettres à la Sorbonne, avant de faire le choix de se consacrer à l'histoire de l'art, une discipline à laquelle il se forme à l'École du Louvre au milieu des années 20. Une fois son diplôme obtenu, il entre en 1927 comme attaché libre au département des peintures du musée attenant, dont il est promu conservateur adjoint de façon particulièrement rapide, à peine 3 ans plus tard. La suite de sa carrière prolonge d'ailleurs ce chemin flamboyant, puisqu'il accède au grade de conservateur en 1937 et qu'il est nommé conservateur en chef de ce même département des peintures en 1942. En marge de cette carrière muséale prestigieuse, René Huyghe exerce par ailleurs une activité de critique pour la revue L'Amour de l'Art, dont il est nommé rédacteur en chef en 1930. Et pourtant, la richesse de la vie professionnelle de René Huyghe ne l'aurait pas prémuni, relate-t-il dans sa célèbre autobiographie « Une vie pour l'art », publiée chez Fallois en 1914, ne l'aurait pas prémuni contre ce que qualifierait aujourd'hui un peu familièrement d'une sorte de crise de la quarantaine. Les jalousies qu'aurait occasionné au sein du musée son engagement pourtant tardif dans la Résistance et la lourdeur des tâches administratives qu'il occupait au Louvre auraient fait naître chez lui le désir de trouver une nouvelle position qui lui permettrait de mener une activité intellectuelle plus riche, plus satisfaisante. C'est alors, à l'occasion d'une promenade avec Pierre Francastel, non loin d'ici, rue Racine, qu'aurait germé pour la première fois dans son esprit l'idée d'entrer au Collège de France. Tandis qu'il se désolait auprès du tout jeune directeur d'études en sociologie des arts plastiques à l'École pratique des hautes études de ne pouvoir embrasser lui-même une carrière universitaire, faute de n'avoir pas poursuivi jusqu'à l'agrégation sa licence et d'avoir abandonné sa thèse de doctorat sur Théodore Rousseau, il se serait vu rétorquer par Francastel « Mais vous oubliez une maison toute proche, le Collège de France. On y entre sur élection, tout comme dans une académie, seule est envisagée la valeur de votre recherche. » Une opinion d'ailleurs partagée par un autre de ses amis, Georges Huysmans, qui était alors directeur général des Beaux-Arts, et qui lui aurait affirmé « Puisque vous êtes fait pour une recherche libre, que vous dirigerez vous-même, sans vous soumettre à un programme préétabli, je ne vois qu'un type d'enseignement possible, c'est le Collège de France. » Encore fallait-il que cet avis trouve un écho suffisant auprès des membres du collège pour qu'ils envisagent de créer une chaire d'enseignement correspondant aux ambitions intellectuelles de René Huyghe.
Le conservateur se serait alors mis en quête de trouver un professeur, ici même, susceptible de défendre ses aspirations. Et, après avoir écarté la possibilité de se tourner vers le byzantinisme André Grabar, dont il juge les centres d'intérêt trop éloignés des siens, il aurait choisi de s'adresser au responsable de la chaire de création littéraire, Édouard Pommier. Une fois encore, cette rencontre est savamment mise en scène dans Une vie pour l'art. Pommier commença par résister. « Vous savez, je suis très occupé, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. » Puis, tout à coup, après quelques longues secondes de silence, contre mon attente, il annonça « Oui, je vous présenterai. » Je venais de franchir le premier obstacle avant l'élection, nous dit Huyghe. Toujours intrigué, je demandai un jour à Pommier ce qu'il avait si brusquement décidé ce jour-là. « Écoutez, me répondit-il, j'ai senti que vous étiez de la famille chien. Moi aussi, j'en fais partie. Cela m'a rendu sympathique votre personne. Toujours aimé les chiens, nous dit Huyghe, et la réciproque est vraie. Je le constatais une fois de plus. » Donc, voici donc pour cette mystérieuse référence à la famille chien évoquée dans le titre de ma communication, qui renvoie ici à une anecdote certes charmante, mais qui ne suffit évidemment pas à rendre compte de l'ensemble des enjeux qui ont sous-tendu l'élection de René Huyghe à la chaire de psychologie des arts plastiques du Collège de France, sur lesquels je souhaiterais donc maintenant me pencher plus en détail. Pour ce faire, j'articulerai ma communication autour de 3 moments distincts, au cours desquels j'aborderai successivement le contexte de la création de cette chaire, d'un point de vue vraiment historique et administratif, avant de revenir sur les enjeux intellectuels à l'œuvre dans cette création. Et enfin, dans un 3e temps, je m'intéresserai très brièvement à la définition des principes, parfois nébuleux, de la psychologie des arts plastiques, telle que l'a formulée René Huyghe dans ses cours. Les premiers contacts officiels entre le conservateur du musée du Louvre et le Collège de France ont vraisemblablement été pris à l'été 1949, au cours duquel Huyghe est reçu par Edmond Farral, administrateur de l'institution. Celui-ci lui confirme alors la vacance prochaine d'une chaire, consécutive au départ à la retraite du professeur de psychologie et éducation de l'enfance, Henri Vallon, et dont la transformation éventuelle doit donc être soumise prochainement à l'appréciation des professeurs. Comprenant à tort lors de cette entrevue que son sort pourrait être fixé rapidement, René Huyghe fait imprimer une brochure de présentation de ses titres et travaux d'une 15aine de pages, dans laquelle il expose la manière dont pourrait être conçu un cours sur la psychologie de l'art, et il envoie ce même document à Edmond Farral le 2 octobre 1949, en même temps qu'il lui demande de pressentir un rapporteur de sa candidature. 4 jours plus tard, Édouard Pommier, qui a donc vraisemblablement dû être désigné par Edmond Farral lui-même comme la personne la plus à même de s'acquitter de cette tâche, adresse à son administrateur un bref compte-rendu de sa première rencontre avec le candidat. On n'y trouve aucune mention de leurs amours canines communes, mais Pommier évoque un homme qui lui a paru sympathique, droit et simple, qui aurait du public et du succès, et dont la candidature lui plairait assez, car il présage certaines affinités intellectuelles et une proximité méthodologique avec les travaux de Huyghe. L'élément le plus intéressant de cette lettre présentée ici à l'écran en est toutefois peut-être le post-scriptum, que vous n'arriverez peut-être pas à déchiffrer, mais que je vais vous lire. Je n'ai encore vu aucun collègue, ni l'un ni l'autre des 2 concurrents dont m'a parlé Huyghe ne sont tels que je doive m'abstenir de m'intéresser à celui-ci. Mention pour le moins énigmatique qui soulève évidemment un certain nombre de questions quant à l'identité de ces 2 mystérieux concurrents. On est d'abord en droit de se demander si Édouard Pommier fait ici référence à d'éventuels concurrents directs de René Huyghe, autrement dit à d'autres historiens de l'art qui pourraient prétendre enseigner au Collège de France, ou s'il évoque plus généralement d'autres personnalités du monde intellectuel, toutes disciplines confondues, qui aspiraient à la même position. Dans ce dernier cas de figure, on pourrait ici citer le nom de Claude Lévi-Strauss, dont René Huyghe s'est fréquemment plu à rappeler qu'il s'était affronté pour l'obtention d'une chaire, à son propre bénéfice, évidemment. Mais il me paraît plus plausible que Pommier fasse ici allusion à d'éventuelles rivalités internes au champ de l'histoire de l'art,
Et même si les sources manquent malheureusement pour identifier formellement ces mystérieux candidats, je me risquerai devant vous à émettre quelques hypothèses. Il pourrait ainsi s'agir de Michel Florisone, collègue de René Huyghe au département des peintures du musée du Louvre, qui, une fois la chaire officiellement créée l'année suivante, acceptera de se présenter en seconde ligne face à lui. Il paraît toutefois plus probable qu'il faille chercher l'identité de ses concurrents vers l'école pratique des hautes études. On peut ainsi y reconnaître éventuellement, d'un côté, André Chastel, qui se présentera lui-même quelques mois plus tard, en seconde ligne toujours, à la chaire de littérature et civilisation italienne laissée vacante par la retraite d'Augustin Renaudet. Augustin Renaudet, auquel Chastel succède d'ailleurs à la tête du département d'histoire de la Renaissance de l'EPHE, avant d'être finalement élu au Collège de France en 1970. Mais la deuxième personne visée par le post-scriptum d'Édouard Pommier pourrait plus vraisemblablement... oublié de montrer André Chastel. La deuxième personne visée par le post-scriptum pourrait plus vraisemblablement être Pierre Francastel, lui-même récemment nommé directeur d'études en sociologie de l'art à l'EPHE et qui a, on s'en souvient, conseillé à Huyghe de se présenter au collège. C'est en tout cas ce que laisse penser une note manuscrite anonyme rédigée au crayon à papier en marge de cette même lettre. Francastel a écarté selon Grabart. Malheureusement, il n'existe à ma connaissance aucun document qui puisse confirmer l'intérêt de Francastel pour une chaire du Collège de France ou d'autres personnes du Collège de France pour une entrée de Francastel au sein de cette institution. Avant que René Huyghe puisse être déclaré officiellement candidat, il est toutefois nécessaire, conformément au règlement de l'établissement, que la création d'une chaire compatible avec ses centres d'intérêt soit soumise au vote de l'Assemblée de ses professeurs, lors donc d'une assemblée générale qui se réunit, en l'occurrence, le 27 novembre 1949. Tandis qu'Édouard Pommier, soutenu par André Grabart et plus étonnamment peut-être par André Siegfried, qui est alors titulaire de la chaire de géographie économique et politique, plaide pour que l'enseignement de la psychologie des arts plastiques fasse son entrée au sein de l'institution. Le psychologue Henri Pierron propose, quant à lui, dans deux rapports distincts, deux rapports assez brefs, de 2 et 3 pages chacun, que soit fondée soit une chaire de sociologie comparée, soit une chaire de psychologie pathologique, deux disciplines dont les contributions récentes à l'évolution du paysage scientifique lui paraissent davantage mériter d'être approfondies au sein du Collège de France. Indépendamment de la pertinence des arguments invoqués par chacun de ces rapports, sur lesquels je ne reviendrai pas, la victoire de la psychologie des arts plastiques face aux autres types d'enseignements envisagés lors de cette assemblée générale revêt, me semble-t-il, une dimension symbolique évidente qui réclame d'être interprétée au regard de l'histoire récente du Collège de France. De fait, alors que, cela a déjà été démontré tout au long de cette journée, une chaire d'esthétique et d'histoire de l'art y a existé sans interruption, malgré l'intérim de l'art français, depuis la nomination de Charles Blanc en 1878, cette chaire a, comme on l'a dit aussi à plusieurs reprises, été brutalement fermée à l'été 1942, lorsqu'Henri Faucillon a été démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy. Or, comme vous le savez aussi, Faucillon est mort en exil aux États-Unis l'année suivante et n'a donc jamais pu réintégrer, être réhabilité officiellement par l'institution. Et sa chaire, les crédits de sa chaire ont été attribués à une autre discipline, malgré la tentative dont parlait Victor il y a un instant, la tentative de Louis Réaud de la transformer en une chaire de rayonnement de l'art français. Or, comme le souligne André Grabart dans le texte qu'il rédige en faveur de la création de la chaire de psychologie des arts plastiques évoquée précédemment,
À partir de ce moment, donc à partir de 1942, non seulement le Collège de France, mais l'enseignement public français dans son ensemble ne compta plus une seule chaire consacrée à la recherche dans le domaine de l'art. Puisque, nous dit André Grabart, tant les chaires universitaires que celles de l'École du Louvre, par la séparation chronologique des domaines qu'elles adoptent, sont essentiellement destinées à l'information des étudiants, mais se révèlent très peu favorables à la recherche. Ainsi donc, au-delà même de l'orientation particulière que René Huyghe entend donner à cet enseignement, c'est bien d'abord sur un plan institutionnel et symbolique que se joue la création d'une chaire qui permettrait, en outre, nous dit toujours André Grabart, de replacer la capitale française à son juste rang dans la vie artistique internationale et de réaffirmer haut et fort, je cite, qu'une ville comme Paris se doit d'encourager aussi l'étude scientifique des arts plastiques. Il n'en reste pas moins que si l'élection de René Huyghe, donc une fois créée, cette chaire de psychologie des arts plastiques qui avait été faite sur mesure pour lui, ne constituait qu'une pure formalité, sa nomination renvoie évidemment à des enjeux épistémologiques bien plus importants que je souhaiterais interroger à présent. Il paraît en effet nécessaire de se demander pourquoi ce nouvel enseignement d'histoire de l'art a pris la voie particulière d'une psychologie des arts plastiques et non pas celle, par exemple, d'une sociologie de l'art telle qu'aurait pu la défendre Pierre-Franck Castel. Plusieurs documents peuvent nous aider à répondre à cette question, à commencer évidemment par les rapports des professeurs du collège chargés d'évaluer la candidature de René Huyghe, mais on pourra surtout se reporter ici à l'ensemble des écrits produits par René Huyghe lui-même à cette époque, dont certains peuvent être considérés comme de véritables manifestes de ses conceptions en matière de théorie de l'art. Je pense ici au projet de cours qu'il a adressé à ses rapporteurs, au texte de sa leçon inaugurale évidemment, mais aussi à une série de 2 articles parus en septembre et décembre 1951 dans la Jeune Revue des Arts, dont le titre vers une psychologie de l'art est éloquent et dont la visée programmatique n'en est pas moins évidente. L'ensemble de ces documents met en avant le fait que l'histoire de l'art, bien qu'elle soit apparue tardivement dans le champ des sciences humaines, est confrontée, en ce milieu du XXe siècle, à une situation inédite de crise, du fait qu'elle soit allée, dans ses approches traditionnelles, presque jusqu'au bout de ses possibilités, et qu'elles doivent donc, pour faire face aux enjeux épistémologiques propres à son époque, entamer un processus de profond renouvellement de ses outils interprétatifs. L'origine de cette crise tient essentiellement, selon René Huyghe, au fait que l'histoire de l'art se heurte encore trop largement au poids des présupposés méthodologiques de sa discipline de tutelle, l'histoire. De fait, considère Huyghe, s'il est naturel que l'étude de l'art, au moment où elle s'est affirmée comme une discipline autonome, a forgé sa légitimité par l'appropriation de méthodes éprouvées, cette assimilation spontanée méconnaissait une différence fondamentale. Le fait qui sert d'objet à l'histoire est toujours un fait disparu, appartenant au passé. On ne peut plus que l'inférer, le reconstituer à l'aide des documents subsistants. L'historien de l'art, au contraire, connaît un ordre de faits qui, appartenant lui aussi au passé, lui a survécu et s'impose à l'expérience directe. Or, le mimétisme de l'histoire a entraîné des générations d'historiens d'art à donner plus d'importance, paradoxalement, aux documents d'archives, aux contrats ou à une signature, à une date enregistrée qu'à l'œuvre d'art elle-même. Et si René Huyghe n'entend pas proposer un modèle interprétatif qui évacuerait totalement la question des sources écrites, il insiste sur la nécessité de les ramener à leur rang, alors qu'en histoire, elles constituent la presque totalité de la documentation. En histoire de l'art, elles n'en sont que le préambule indispensable. L'histoire de l'art proprement dite commence avec les sources visuelles, là est son seuil. D'autres chercheurs, avant lui, au sein même du Collège de France, avaient certes déjà proposé une approche fondée sur l'examen attentif des œuvres et de leurs caractères apparents, mais, estime toujours René Huyghe, ils se sont alors le plus souvent comportés en archéologues et non en véritables historiens de l'art, dans le sens où ils se sont davantage attachés à situer et à circonstancier l'œuvre d'art qu'à véritablement en expliquer le sens.
Et bien que les recherches de Taine sur la race, le milieu et le moment ont exercé une influence décisive sur l'histoire de l'art, permettant d'orienter la discipline vers la compréhension et l'explication de ce caractère distinctif qui constitue la personnalité visible de l'œuvre, Huyghe regrette toujours que ces études aient été maintenues dans un cadre historique et non pas artistique, et qu'elle n'ait pas suffisamment pris en compte ni mis en évidence le fait que l'œuvre d'art est un fait essentiellement artistique, subsidiairement historique. Outre ces rapports de subordination de l'histoire de l'art aux méthodes historiques, la discipline serait, donc toujours selon Huyghe, également victime des liens ambigus qu'elle entretient avec l'esthétique, dont l'histoire même du Collège de France démontre l'importance. Si l'exercice très codifié de la leçon inaugurale lui imposait de louer le travail accompli par ses prédécesseurs au sein de l'institution, René Huyghe fait le choix singulier de débuter son éloge, non pas avec la création de la chaire de Charles Blanc en 1878, mais d'inscrire cette création dans le sillage des réflexions sur le beau entamées au début des années 1860 dans le cours de philosophie grecque et latine de Charles Lévesque, dont le nom a déjà été évoqué précédemment. Charles Lévesque qui était auteur de plusieurs volumes sur la science du beau et sur le spiritualisme dans l'art. Ainsi, Huyghe était-il en mesure de démontrer que l'étude des questions artistiques avait longtemps, au Collège de France, été marquée par la forte empreinte, particulièrement durable en France, des conceptions classiques accordant aux seuls philosophes le privilège de s'y intéresser. Et si cette tradition intellectuelle a eu pour conséquence de maintenir l'étude de l'art dans le domaine trop strictement théorique de la science du beau, l'inflexion historique de l'enseignement proposé dans le cadre désormais clairement délimité de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art n'a pas permis d'apporter de solution pleinement satisfaisante à ce problème, car elle aurait fini par se traduire par un renoncement pur et simple à toute velléité d'envisager les propriétés esthétiques des œuvres, et ce, alors même que les voies récentes de l'art contemporain réclamaient les débats les plus approfondis à leur égard. La réorientation des méthodes de l'histoire de l'art vers une voie psychologique constituerait ainsi le seul moyen de réintégrer ces questionnements, non pas selon le postulat rationaliste pratiquement impliqué par le terme d'esthétique, qui relève d'une philosophie qui situe la beauté dans les sphères de l'absolu, mais par une analyse nouvelle du sentiment de l'art, entendu comme un travail de la sensibilité et de l'intelligence dont les principes doivent être recherchés dans le cœur et dans la personnalité vivante des créateurs. Héritière des méthodes historiques comme des approches philosophiques traditionnelles, la psychologie de l'art, telle que René Huyghe en définit les ambitions, se présente donc comme un moyen privilégié de dépasser les clivages disciplinaires qui les ont, par leur incapacité à prendre en compte la réalité constitutive, irréductible à tout autre de l'œuvre d'art, conduit son étude vers une impasse. S'il peut donc se montrer assez critique envers les méthodes éprouvées par ses prédécesseurs, il n'entend toutefois pas faire totalement table rase du passé. Au contraire, il revendique même de fortes affinités intellectuelles avec les théories formalistes et, plus précisément, avec le chef de file de ce courant en France, je pense évidemment à Henri Faucillon, une fois encore. Or, on l'a vu, la question de l'aura de Faucillon, du fantôme de Faucillon, qui s'était déjà joué sur un plan institutionnel lorsqu'il s'était agi de voter en faveur de la réintroduction d'un enseignement général en histoire des arts au sein de l'établissement, se joue ici aussi sur un plan intellectuel. En choisissant de confier cet enseignement à un chercheur qui se réclame aussi ouvertement des travaux de l'auteur de La vie des formes, le Collège de France pouvait, d'une certaine manière, réparer l'affront qui lui avait été fait 8 ans plus tôt. L'intérêt de René Huyghe pour les travaux de Faucillon est d'ailleurs à cette époque déjà ancien, puisque dès 1934, il publie dans sa revue Formes, qui est une émanation temporaire de l'amour de l'art, dont encore une fois le titre est éloquent, il publie un compte-rendu du traité théorique de Faucillon, dans lequel il loue un ouvrage capital que vient d'écrire M. Faucillon, capital dans sa propre carrière, capital dans l'histoire de l'art contemporain. Mais au moment
où René Huyghe entreprend lui-même de devenir professeur au Collège de France, cet attachement prend une nouvelle dimension. Ainsi, il désigne explicitement dans sa leçon inaugurale Faucillon comme la figure dominante de l'histoire de l'art au Collège de France, celle qui résume en quelque sorte toutes les tendances de la discipline qui s'y sont affrontées. Fils d'un artiste réputé qui avait été graveur, comme Charles Blanc, agrégé et docteur ès-lettres ainsi qu'un Gabriel Millet, élève de l'école normale alors que Millet l'avait été de l'école d'Athènes, il a la plus solide préparation universitaire, mais au surplus, il est encore homme de musée, de même qu'un La Fenestre ou un André Michel. Il a en effet dirigé pendant 11 années ceux de Lyon. La richesse du parcours de Faucillon, dira-t-il plus tard, lui a ainsi permis de marquer un des grands moments de l'histoire de l'art en France, de cette histoire de l'art dont notre pays a tant contribué à constituer les disciplines. Il l'a doté d'abord d'une méthode qui, lui faisant dépasser le stade de l'anecdote ou des théories sur le beau idéal, où elle s'égarait encore, lui a permis de prendre son rang parmi les disciplines scientifiques. De fait, s'il appartient au premier XXe siècle et à l'essor de la photographie d'avoir réalisé l'immense progrès, je cite Huyghe, de faire du domaine propre à l'histoire de l'art celui de la forme dont l'évolution révèle les rythmes autonomes perpétuellement recommencés indépendants du devenir historique, cette obsession nouvelle de la forme avait engendré le risque d'étouffer l'œuvre d'art dans une définition trop étroite en la réduisant à son apparence et à sa structure. De là l'importance des travaux d'Henri Faucillon qui, en intégrant ses conceptions sur l'autonomie des formes à une pensée qui accorde également une place essentielle à une recherche attentive menée dans le domaine des faits, Faucillon a permis de dépasser la stérile opposition entre forme et fond à laquelle s'exposait l'histoire de l'art. Lorsqu'il fait de la compréhension plus grande de l'homme son objectif principal, Faucillon se prémunit en outre contre toute sécheresse dogmatique, en même temps qu'il fait preuve de qualités particulièrement chères à l'esprit de Huyghe, qui voit en lui l'union d'un psychologue, d'un écrivain maître de sa forme et même d'un poète. Figure de proue d'une pensée formaliste, Faucillon devient donc également, sous la plume de René Huyghe, l'initiateur d'une approche psychologique de l'œuvre d'art dont il partage les ambitions. C'est en tout cas dans ce sens qu'il faut interpréter l'hommage rendu à Faucillon par René Huyghe au congrès du Centre international d'études romanes qui s'est tenu à Tournu en 1954 et dont le texte est reproduit l'année suivante dans le catalogue de l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Dijon. Il aura dédié sa vie à faire mieux comprendre le sens humain de l'art, comme il a voulu dédier ses dernières forces, en un ultime effort, à faire mieux comprendre, au milieu du tragique effondrement de nos forces, la signification humaine de la France. Faire mieux comprendre le sens humain de l'art. Telle est effectivement également l'ambition de René Huyghe lorsqu'il se présente à la chaire de psychologie des arts plastiques, et il fait d'ailleurs de cette expression le titre du second volet de son article « Vers une psychologie de l'art », dans lequel il s'emploie à fixer les méthodes et la portée qu'on peut attendre d'une telle approche. Il est évident, aux yeux du conservateur, que la crise traversée par la discipline ne peut donc se résoudre que par une ouverture à de nouveaux horizons méthodologiques et que, parmi ceux-ci, c'est de la psychologie qu'elle peut tirer le plus de bénéfices, car si les historiens de l'art ont jusqu'alors sous-estimé le fait psychologique, les progrès accomplis par l'étude de la faculté créatrice en acte, dans d'autres champs des sciences humaines, tels notamment qu'Édouard Pommier l'a initié en littérature, invitent à l'établissement d'un dialogue privilégié entre les disciplines. La richesse de l'approche psychologique, nous dit René Huyghe, tient en premier lieu au fait qu'elle puisse articuler une étude resserrée des processus de création des œuvres et une analyse des effets qu'elles produisent sur le spectateur. Huyghe défend à cet égard l'idée de jeu d'association. L'artiste possède supérieurement et le spectateur ressent, pour sa part, le jeu des associations à quoi, dans la vie mentale, est inévitablement liée chaque sensation.
Ce que nous percevons provoque des échos instantanés dans notre sensibilité ou dans notre pensée. C'est ce jeu d'échos dont l'artiste manie d'instinct le clavier qui fait en nous le retentissement de l'œuvre d'art. Couleurs ou lignes, dans leur isolement ou dans leur rapport mutuel, font chanter notre âme comme la vue d'une note imprimée sur la partition éveille en nous le son dont elle est le signe. La définition des règles de ce jeu d'association par l'analyse psychologique offre donc des ressources inédites pour comprendre selon quelle démarche l'œuvre d'art, pour ainsi dire, s'organise en nous et nous organise certaines dispositions intérieures, en même temps qu'elle aide à résoudre le problème essentiel de savoir pourquoi et comment l'artiste rend son œuvre dépositaire de ce pouvoir, en fournissant les outils nécessaires à l'étude de sa nature profonde. Si René Huyghe marque à cet égard une distance évidente face aux méthodes trop systématisées de certains psychanalystes freudiens, il considère que la psychanalyse telle qu'elle a été élargie, en particulier par Jung, peut aider à déterminer les images dont la répétition ou l'analogie révèlent les préoccupations les plus intimes et les plus constantes de l'artiste. Encore faut-il préciser que pour René Huyghe, cette nature profonde de l'artiste, ou ce qu'il désigne également comme son coefficient personnel, se révèle aux critiques par un double effort interprétatif. Par la confrontation entre les pressions que l'artiste subit de l'extérieur, c'est-à-dire par l'ensemble des éléments qui, dans sa pratique, sont déterminés par l'époque et le milieu, et ce qui relève d'une poussée interne propre au tempérament artistique de chacun. Il s'agit, en d'autres termes, de définir d'abord par une psychologie collective l'attitude générale d'une époque et d'analyser ensuite la manière dont l'œuvre singulière s'y exprime. L'exemple de Vermeer, personnalité artistique rare chez laquelle la poussée interne est d'autant plus facile à cerner, résume ainsi parfaitement cette marche de l'interprétation psychologique de Huyghe du collectif vers l'individuel. Les couleurs de Vermeer ne doivent-elles rien au carreau de Delft, à une école propre à cette ville, celle des peintres d'intérieur d'églises protestantes blanchies à la chaux, école où s'était développée toute une tradition du traitement des Blancs. Cela dit, toutefois, il reste que Vermeer a fait appel aux Blancs plus qu'aucun autre de ses contemporains placés dans les mêmes conditions. On pourrait dès lors considérer que la psychologie de l'art, entre qu'elle place le génie de l'artiste créateur au centre de son modèle interprétatif, ne peut s'appliquer qu'à des périodes récentes de l'histoire de l'art, mais pour René Huyghe, qui entend créer un véritable système théorique universel, cette dualité entre pression extérieure et poussée interne s'exerce indépendamment des conditions historiques de la fabrication d'une œuvre. Que l'artiste, comme il est presque de règle dans les temps modernes, entende sciemment s'exprimer dans son œuvre, ou bien que, comme jadis, il ne puisse, mis au service d'une fonction qu'on lui assigne, faire autrement que de marquer l'œuvre à son empreinte, car telle est sa loi, nous nous trouvons toujours en présence de la projection d'une nature intérieure dans une forme qui la matérialise et qui l'incarne. La variété des sujets abordés par René Huyghe dans le cadre de son enseignement au Collège de France semble d'ailleurs confirmer l'amplitude du champ de la psychologie de l'art, mais le temps manque pour qu'on revienne dans le détail sur l'ensemble de ces enseignements, malheureusement ou heureusement peut-être. Je me contenterai donc, pour conclure cette communication, d'esquisser un très bref bilan de l'enseignement de René Huyghe au sein de cette institution. Donc, d'un point de vue personnel, on l'a vu, sa candidature avait été déterminée par ses aspirations à une vie intellectuelle plus riche, et on peut, à cet égard, considérer cette expérience comme une franche réussite, puisque pendant les 25 ans que René Huyghe passe entre ses murs, il publie de très nombreux ouvrages et essais, dont vous n'apercevez ici qu'un échantillon à l'écran, essais qui prolongent les réflexions développées dans ses cours et qui ont, pour certains, été de véritables succès d'édition. Ainsi, le prestige de la position occupée ici par René Huyghe, qui a également été élu à l'Académie française en 1960, a indéniablement contribué à renforcer son statut d'historien de l'art public et a permis à ses travaux de bénéficier d'une très large audience, dont témoignent ses fréquentes prises de parole à la radio ou à la télévision à l'époque. Et pourtant, si on élargit la focale et que l'on considère plus généralement le legs intellectuel de René Huyghe à l'histoire de l'art, le tableau paraît nettement plus contrasté.
la psychologie de l'art, en tout cas telle qu'il la concevait, a aujourd'hui fait long feu, et l'historiographie récente semble en outre garder de cette démarche surtout le souvenir des travaux d'André Malraux, qui, en assumant la dimension subjective de son écriture, a peut-être fait un choix plus judicieux que son collègue. Peut-être faut-il d'ailleurs entrevoir dans la nomination en 1970 d'un autre historien de l'art, André Chastel, à la chaire de civilisation de la Renaissance en Italie, comme le signe d'une reconnaissance par l'institution, le Collège de France même, que cette approche psychologique des arts plastiques ne pouvait pas constituer la seule voie possible pour renouveler les méthodes de l'histoire de l'art. Ces orientations seront en tout cas très largement infléchies dès son départ en retraite, puisque sa chaire sera transformée dès l'année suivante, en 1977, en une chaire de la création artistique en France. Elle retrouvera, après la tentation l'universelle de René Huyghe, elle retrouvera son essence française, donc, dont l'enseignement, comme vous le savez, sera confié à Jacques Thuillier. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je ne veux pas prendre la parole avant les questions, mais je voulais juste, peut-être, si je puis me permettre, faire un point sur l'élection, en fait, parce que la chaire de René Huyghe est une chaire municipale. Oui. Et donc, il me semble que cet élément est fondamental, car si on voit que, en fait, car la psychologie de l'art semble faire système avec les autres chaires municipales qui sont des chaires davantage d'application ou à tendance à des fins sociales comme histoire du travail et psychologie et éducation de l'enfance de Vallon. Donc il me semble qu'elle fait système avec ces chaires-là plutôt que la tradition. Donc si on voit qu'après cet épisode de psychologie de l'art, il me semble que c'est une exception dans la lignée, enfin, je me permets de dire ça, c'est une hypothèse, c'est une exception dans la lignée des chaires d'histoire de l'art et il me semble qu'elle doit être considérée en relation aux chaires municipales avec la chaire de Paul Léon qui était aussi une chaire municipale et donc c'est une série à part qui, malgré qu'elle soit liée par ses thèmes, est différente. Donc l'expression chaire d'enseignement est une expression qu'on retrouve dans les documents sur l'attribution des chaires. Donc on voit qu'il a peut-être parlé avec des gens de la ville de Paris et on lui a dit vous pourriez avoir une chaire d'enseignement si ce n'est une chaire habituelle. Il ne me semble pas parce que dans les rapports, dans les lettres échangées entre Édouard Pommier et Edmond Farral, on trouve plusieurs mentions du fait que René Huyghe n'a pas bien compris les implications administratives de sa candidature et je pense qu'il est précisément fait référence à la nature particulière de sa chaire. Je crois qu'au contraire, lui prétendait à une... Oui, parce qu'en fait, là, il se trouve que cette fois-là, la chaire de sociologie comparée qui était défendue par Benveniste aurait été la chaire de Lévi-Strauss s'il avait été élu sous ce titre, mais qu'il n'a pas été élu sur une chaire municipale, mais bien sur une chaire du collège, une chaire d'État 10 ans plus tard. Mais en fait, donc, c'est une compétition avec Lévi-Strauss sur une chaire municipale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une chaire d'État au collège, dans une lignée, etc., même s'il s'agit d'un crédit de chaire. Voilà. Oui, mais vous avez parfaitement je voulais juste préciser, mais c'est une hypothèse d'interprétation. Et je pense vraiment qu'en revanche, Huyghe, parce que vous parliez d'application pratique, quand on lit les travaux de Huyghe et les résumés de ses cours au Collège de France, ils n'ont rien de... Non, mais si ce n'est la résonance du mot psychologie qui fait toujours appel à une application un peu... mais c'est une hypothèse. Mais qui, sous la plume de René Huyghe, pardon, s'en éloigne. Pardon que c'était long de... Oui, alors, excusez-moi, oui, des questions... C'est une toute petite remarque parce que j'ai pris très au sérieux votre titre
et cette histoire de famille chien. Et je me suis dit comme ça, en vous écoutant, hein, je partageais cette interrogation avec mon voisin, que c'était sûrement plus sérieux qu'il n'y paraissait. Et j'ai eu immédiatement l'intuition que c'était peut-être un code. Et de fait, certaines loges maçonniques font appel le sceau des amis fidèles, par exemple. Vous voyez, la symbolique du chien et le signe d'une grande loge suisse qui s'appelle Alpina. J'ai regardé ça vraiment en vous écoutant, hein, c'était une distraction. Mais je vous dis simplement, c'est tellement étrange, cette anecdote, que ou bien c'est un enfantillage, mais dans le récit qu'en fait Huyghe, là, connaissant Huyghe, à mon avis, il ne se serait pas rabaissé lui-même, parce qu'il avait de lui-même comme une opinion qui était non négligeable. Et je me demande si ce n'est pas tout simplement un code. Donc je vous laisse creuser. Oui, mais cette famille chien ne me semble pas une anecdote tout à fait aussi enfantine qu'on peut le penser. Je vous remercie. Oui. Oui, excusez-moi, mais vous avez parlé d'Édouard Pommier, c'est Jean Pommier. Ah, pardon. C'est Jean Pommier. Bon, tout le monde a rectifié, je pense. Non, moi, je voulais juste dire quelques mots sur la configuration Francastel, Grabart, Chastel, etc. Bon. Alors, il faut bien voir qu'il y avait un climat de détestation qui séparait violemment Chastel de Francastel. Ça, c'est connu. Même s'il y a dans la correspondance de Chastel des lettres de Francastel qui sont extrêmement aimables. Il le félicite, par exemple, pour son élection au Collège de France. Bon. Mais on sait comment les choses se sont passées. Alors ça, c'est un premier point. Alors il y a eu aussi une forme de détestation que j'ai découverte en lisant la correspondance de Grodecki vis-à-vis de Huyghe. Huyghe était quand même une personnalité très, très, très connue en France. N'oubliez pas ce qu'il a fait dans le domaine des musées, même, mais aussi les expositions qu'il a représentées. C'était en 1937, je crois, la fameuse exposition sur Van Gogh, qui a eu un succès absolument extraordinaire, et où il a innové en tant que, je dirais presque, scénographe. C'est presque un début des expositions modernes. Donc il était très connu. Il avait une réputation très grande. Et quand il a été élu au Collège de France, dans une lettre, Chastel dit à Grodecki, maintenant nous avons, au Collège de France, nous avons notre danseuse. Vous voyez, ça c'est quand même redoutable comme terminologie. Donc ça voulait vraiment dire qu'il n'aimait pas du tout ça. On n'aimait pas Huyghe dans les milieux des historiens de l'art. Je crois que ça donne des indications assez claires sur... c'est une référence, c'est pas moi qui invente. Oui. Il faut vous donner la référence de la correspondance de Chastel et Grodecki. Donc je crois qu'il faut voir un peu ce climat et voir combien la lutte entre, d'un côté, Chastel, avec des gens comme Grabart, hein, ça formait vraiment une sorte d'unanimité vis-à-vis de Huyghe et vis-à-vis de Francastel. Donc constamment, je crois qu'il faut avoir à l'esprit cette opposition, cette opposition frontale entre ces différents personnages. Je vous remercie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui. Juste une interrogation. Je me demande, alors ça tient, cette interrogation tient à des conversations que j'ai pu avoir dans le passé avec Michel Laclotte, Monsieur Laclotte, quand il dirigeait l'INHA, qui disait que dans les années 50-60, la personne qui fascine le milieu des conservateurs, c'est Kenneth Clark. Là, ce serait d'ailleurs très intéressant d'avoir l'opinion d'Emily Léron-Evans, qui connaît évidemment très très bien la scène anglaise. Il a une surface mondaine, éditoriale, qui est fabuleuse, et c'est un directeur de musée. Et je me demandais si René Huyghe, quelque part, n'avait pas envie de ressembler ou de ne pas se laisser dominer par le grand voisin qui était Kenneth Clark. Oui. Je ne sais pas, faudrait que... Merci Marie pour cette intervention passionnante. Je ne sais pas si il y aurait des éléments à apporter sur la personnalité, enfin l'éthos que Huyghe développait, mais en tout cas celui de Kenneth Clark est très nettement influencé par l'idée d'être un connaisseur éclairé, enfin
d'être spécialiste et expert et de faire les choses de façon compétente, mais sans en avoir l'air en dilettante, sans trop y mettre d'efforts et surtout pas trop d'efforts de formalisme intellectuel trop poussé. Donc voilà, la touche légère à la britannique. Je ne sais pas si une comparaison est possible. Pas à ce niveau-là, en tout cas. En tout cas, la touche de René Huyghe est tout sauf légère. Comment vous l'avez très bien montré. Je voulais juste dire aussi que je pense que, mais ça c'est à creuser, hein, c'est à titre d'hypothèse, mais clairement la carrière éclair de René Huyghe dans les musées ne lui avait pas fait que des amis non plus. Et par exemple, quelqu'un comme Hautecoeur, auteur de Normalien, d'anciens de l'école française de Rome, etc., n'admettait pas qu'un simple licencié, diplômé de l'école du Louvre, mais enfin, il n'avait même pas fait de thèse de l'école. Puis, savoir la carrière qu'il avait, c'était de se trouver propulsé patron du département des peintures à l'âge de, je sais plus quoi. Ça, c'était quelque chose. Oui. Donc, je pense que là aussi, il y a le côté météore, un peu incompréhensible, mais brillant, certes, l'exposition de 37 ou choses comme ça, qui a été d'ailleurs très contestée. Georges Sale en parle dans son ouvrage Le Regard avec une méchanceté assez redoutable. Et je crois que voilà, Huyghe est un personnage qui concentre sur lui apparemment beaucoup d'acrimonie, de jalousie sans doute, mais en même temps c'est un peu étrange, son parcours est assez étrange. Juste, merci, hein, c'était passionnant. Je n'ai pas les compétences pour tout apprécier et juger, mais j'ai senti que c'était très fin et informé. Moi, j'ai été très intriguée sur le document, au crayon à papier, Franck Castel a écarté selon Grabart. L'écriture semble moderne d'être celle d'un archiviste. Donc, on a l'impression qu'on aurait ce document de Grabart, peut-être quelque part, signalant une lettre, parce que l'écriture ne fait pas, quoi, il me semble, hein, être postérieure comme celle d'un archiviste. Je ne sais pas si c'est du Collège de France, mais peut-être qu'il y a des lettres de Grabart aux archives du collège là-dessus. C'est déjà tout un travail. de creuser cette question. En tout cas, voilà, j'ai pas trouvé d'autres mentions de Franck Castel dans les recherches dans les archives du Collège de France. Oui, ça doit être dans une lettre, à mon avis, un peu souterrain. Mais ça mériterait effectivement de faire l'objet de plus ample exploration.